Parmi toutes les créatures du monde animal, il règne en maître absolu. Symbole de force et de puissance, ils ont depuis toujours enflammé l'imagination des hommes. Les félins. Héros de mythes et légendes, ces animaux fabuleux ont jeté la magie de leur charme à travers les âges. Dans l'ancienne Égypte, Sekhmet, déesse à tête de lion, était adorée comme destructrice des ennemis du dieu soleil. Les chats étaient vénérés en tant qu'incarnation de la déesse Bastet, momifiée pour leur dernier voyage. Dans le calendrier médiéval, l'époque de la moisson avait lieu pendant le mois du lion, signe céleste de la fertilité. Craignant les félins, de nombreuses cultures les ont associés à la sorcellerie et à la magie. Leurs icônes figuraient la puissance païenne et le prestige. Mais d'entre tous les félins, le lion est incontestablement à lui seul le symbole de la royauté. Roi des animaux, le lion d'Afrique règne sur tout ce qu'il embrasse du regard. Courageux défenseur de sa troupe, le mâle est aussi partisan du moindre effort. Il abandonne sa part de travail aux femelles. Dans cette société très unie, les lionnes jouent en effet le rôle de pourvoyeuses. Pères tolérants, les mâles passent quant à eux la plupart de leur temps à paresser au soleil. Les lions sont les plus sociables des félins. Ils vivent en groupes familiaux composés de plusieurs mâles adultes, accompagnés de femelles et de jeunes. La chasse est généralement laissée aux femelles. Tueuse ou rabatteuse, chaque lionne a son rôle à jouer dans ce travail d'équipe. Même les jeunes se joignent à la partie. Les attaques sont toujours très coordonnées. La lutte pour la survie est la rude réalité de la savane. Tandis que le gnou en sursis lutte encore pour sa vie, une lionne s'avance pour la mise à mort. La lune couronne le succès des chasseurs. Dans la plaine illuminée, le banquet se poursuit. La curée est un événement social. Et dans la mêlée, mieux vaut ne pas oublier que les mauvaises manières se corrigent occasionnellement à coups de patte ou de dents. Après le festin, l'heure est alors aux caresses et à la toilette. Quand en définitive le lion daigne s'activer, c'est en général pour répondre à ses pulsions sexuelles. Au sein du groupe, les mâles ne se battent pas pour une femelle. Le premier arrivé sera le premier servi. Pour l'instant, la lionne mène le jeu. L'impatient prétendant devra attendre qu'elle soit d'humeur à lui accorder ses bonnes grâces. Quand les avances du mâle sont enfin acceptées, le couple renouvellera cette folle étreinte à une cadence effrénée. Plus de 100 fois pendant les quelques prochains jours, les deux fauves ne se quitteront pas. Néanmoins, les chances que la femelle soit fécondée sont relativement faibles. Le roi des animaux n'a pas la virilité qu'on lui prête.
Les lionnes se partagent la tâche d'élever les lionceaux, allaitant même la progéniture de leurs sœurs. L'éducation se fait en famille. Les femelles passent généralement leur existence dans le groupe où elles sont nées. Il n'en est pas de même pour les jeunes mâles. Leur avenir est plus incertain. Lorsqu'ils sont âgés de 4 ans environ, ils sont chassés du clan. Ils partent alors mener leur propre vie pour finalement s'imposer dans un nouveau groupe de femelles. Pour se nourrir, certains individus très âgés en sont réduits à jouer les charognards, car ils n'ont plus leur place dans la société des lions. Rôdant dans la savane, à la recherche de nourriture et de compagnie, le lion nomade a une existence bien solitaire. À la différence du roi des animaux, le léopard secret, silencieux, préfère vivre et chasser seul. Prédateur discret, il traque le petit gibier dans la savane. On le trouve des montagnes rocheuses de l'Arabie aux jungles du sud-est asiatique, en passant par les steppes d'Afrique australe. Grimpeur superbe et agile, il fait d'une branche son poste d'observation. Pourchassé jusqu'à l'extinction pour sa somptueuse fourrure, ce félin est aujourd'hui menacé de disparition. Sur le continent mystérieux de l'Inde vit le plus terrible de tous les grands félins, le tigre royal du Bengale. Les histoires vantant sa puissance sont légendaires. Gardien spirituel des Tibétains et des Chinois, le tigre a toujours inspiré chez les Asiatiques une terreur mêlée de respect. En Inde, ce chasseur majestueux est maintenant protégé dans des réserves naturelles créées à son intention. Comme tous les grands fauves, le tigre ne tue que lorsqu'il a faim. Pour le moment, ce groupe de cerfs Axis est donc en sécurité. Après avoir été le gibier des rois, le plus puissant des félins est maintenant poursuivi avec empressement par les touristes. Son pelage rayé le rend presque invisible parmi les grandes herbes. À l'apogée de l'été indien, les tigres passent une grande partie de leur journée dans l'eau. Ils paraissent souffrir de la chaleur. Comme les lions, ils restent inactifs pendant une grande partie de la journée, attendant la fraîcheur du soir pour partir chasser. Cette femelle Axis a de la chance. Le tigre a déjà ce qu'il lui faut. La précieuse prise est toujours dissimulée avec soin. Le tigre peut dévorer jusqu'à 35 kg de viande en un seul repas. Il garde jalousement sa proie et n'en laissera pas la moindre miette.
Chez lui, le gaspillage n'est pas de règle. Caché dans la forêt, sa compagne a donné naissance à 3 bébés tigres. Mère généreuse, elle nourrit encore avec les petits derniers un jeune de la portée précédente. Les tigres sont dépendants de leur mère pendant environ 2 ans. Comme tous les félins, la tigresse apporte beaucoup de soin à sa toilette. Dans la chaleur de l'après-midi, cela lui procure une légère satisfaction supplémentaire, car tandis qu'elle lisse sa fourrure, l'humidité s'évapore et son corps en est rafraîchi. Défi suprême des chasseurs de grand gibier, le tigre a été massacré pendant des siècles. Il a fait l'objet de la rivalité des princes et des rois. C'était à qui ramènerait les plus beaux trophées. Un Maharaja tua ainsi plus d'1 millier de tigres au cours de sa vie. Au début du siècle, plus de 40 000 tigres vivaient en Inde. Ils sont aujourd'hui moins de 4 000. La destruction massive de la forêt tropicale sud-américaine est responsable de la raréfaction d'un des félins les plus timides qui soit, le jaguar. Comme le léopard, son parent le plus proche, ce félin ingénieux et acrobate mène une vie solitaire. Fasciné par les mouvements capricieux d'un poisson-chat, le jaguar met à l'essai ses dons de pêcheur. Les premiers souverains d'Amérique centrale se considéraient comme les descendants directs du jaguar. Les Incas utilisèrent son effigie pour leurs rites cérémoniaux. Les Aztèques croyaient qu'ils pouvaient voir dans le cœur des hommes. Les jaguars symbolisent l'esprit de la forêt tropicale, mais personne ne sait combien de ces prodigieux félins survivent à l'heure actuelle. Dans les hauteurs des régions montagneuses vit le plus grand félin du continent nord-américain. Autrefois commun du Canada à la Patagonie, le puma, appelé aussi cougar, se fait aujourd'hui plus rare. Âgés de 7 semaines, ces jeunes laissés seuls sont vulnérables, mais leur mère a dû s'absenter pour aller chasser.
Tandis qu'elle est à la recherche de nourriture, la femelle n'est pas non plus hors de tout danger. En effet, autrefois convoité par les chasseurs de primes, le puma est encore un des animaux les plus persécutés du pays. Loin d'être ces créatures agressives, dépeintes par les premiers colons, les pumas n'aiment pas l'affrontement. Ils vont même jusqu'à s'éviter entre eux. Quand elle est enfin de retour au repère, la mère puma ne manque pas de rassurer ses chatons inquiets. Encore inconscients des dangers du monde extérieur, les jeunes pumas jouent joyeusement dans la lumière du crépuscule. Pour eux, chaque nouvelle expérience est un jeu. Les pumas ont vu s'installer les premiers Américains. Il serait vraiment consternant de ne plus les trouver que dans les livres d'histoire. La savane africaine. Grouillante de vie. Ici, la nourriture abonde. Mais là où il y a pâturage, on trouve aussi les chasseurs. C'est ici le territoire de l'un des plus élégants félins du monde. Racé, unique, le guépard, prince suprême de la vitesse. Faisant grand cas de ces félins, à la silhouette aérodynamique, les empereurs moghols utilisaient les guépards pour la chasse. Ils les encapuchonnaient comme ils le faisaient avec leurs faucons. Dans l'ancienne Perse, riches et puissants les menaient en laisse. Le guépard peut atteindre des pointes de 100 km à l'heure. C'est l'animal terrestre le plus rapide à la course. Car ce félin est bâti pour la vitesse. Une colonne vertébrale particulièrement souple, de longues pattes munies de coussinets spéciaux qui lui servent de frein pour prendre les virages. Faisant trébucher le faon d'un seul coup de patte, le guépard le serre dans une dernière étreinte. Le guépard chasse le jour et entre en conflit avec les plus grands habitants de la savane. Mais de constitution relativement fragile, il est le moins puissant des grands félins. Il ne se hasarderait pas à attaquer un zèbre adulte. Sur une petite éminence isolée, dominant le paysage, une mère et ses petits ont trouvé refuge. Ces jumeaux n'ont pas encore 3 mois. Ils arborent cette crinière argentée qui marque l'enfance des petits guépards. Ils commencent seulement à se nourrir de viande. Ici, l'endroit est idéal pour s'amuser à repérer tout ce qui bouge. Amaigrie d'avoir joué consciencieusement les nourrices depuis plusieurs semaines, la mère, affamée, a besoin de chasser tous les jours. C'est une tâche difficile de satisfaire les besoins de ces chatons en pleine croissance. Mais les jumeaux ne vont pas perdre de vue leur mère.
N'est-il pas temps pour eux de se mettre à la découverte du monde? Excités comme des petits guerriers, ils vont suivre leur mère à la trace. Les bouffonneries des petits guépards ne constituent pas une menace pour les gazelles. Non, le danger va surgir d'autre part. En un éclair, le prédateur entre en action, comme tombant du ciel. La jeune gazelle est condamnée. Les jeunes ont faim. Ils réclament leur part. Avant tout, leur mère vérifie s'il n'y a pas de danger, car ici, les fauves sont à découvert. Rien n'est moins sûr. Avec prudence, ils s'installent pour le repas. Une fois que les jeunes sont rassasiés, leur mère prend soin d'eux, manifestation de tendresse à l'appui. Satisfaite, la petite famille peut goûter un moment de calme dans ce drame tumultueux qu'est la vie dans la savane. Depuis l'aube des temps, il n'est pas d'animal qui ait inspiré plus de crainte et d'admiration que le grand félin. Chasseur nocturne du monde des esprits, prédateur suprême paré de beauté, chasseur et chassé, victime des modes, gibier et consort des rois. Griffes d'acier dans un gant de velours, joueur et affectueux. Symbole de puissance et de majesté. Mystérieux et superbe, le félin continue d'exercer sur nous son enchantement. Les hommes ont toujours été fascinés par le bizarre et le beau. Pendant des millénaires, l'homme s'est plu à garder et même élever des poissons pour produire certaines des formes les plus curieuses que la nature ait jamais vues. Le commerce des poissons d'aquarium est une gigantesque industrie mondiale. Aux États-Unis, plus de 7 milliards de dollars, soit 40 millions de francs, sont dépensés chaque année par les 10 millions de personnes possédant des poissons d'ornement. Lors des festivals d'aquariophilie, il est permis de voir l'étonnante variété de poissons qui y sont vendus, allant des carpes d'eau froide aux étranges poissons tropicaux tels que l'arowana ou l'ostéoglosse. 90% des poissons d'aquarium sont élevés en captivité, mais la plupart des plus beaux poissons d'ornement de l'Amazone sont capturés dans leur milieu naturel. Parmi ceux-ci, les néons rouges ou tétracardinaux sont les plus connus et les plus saisissants. Étonnants et chatoyants, ces petits poissons semblables à des bijoux sont encore plus beaux à l'état sauvage, dans les courants et les marécages de l'Amazone. L'Amazone possède la plus grande diversité de poissons d'eau douce sur Terre. Certains poissons-chats peuvent y atteindre une taille monstrueuse. Des platanistes ou dauphins de rivière à l'aspect particulier côtoient les piranhas dans les eaux mystérieuses de l'Amazone. D'innombrables poissons d'ornement aux belles couleurs brillantes nagent dans ces étranges eaux ambrées. Acides et extrêmement pauvres en éléments nutritifs, ces courants amazoniens abondent curieusement en poissons colorés.
Du fait de la forte demande en poissons cardinaux, les pêcheurs amazoniens consacrent une grande partie de leur temps à la capture de tous ces petits poissons. Le commerce des poissons d'aquarium est devenu vital pour leur économie. En un seul jour, Zé, pêcheur local, peut capturer 10 000 cardinaux. Le bassin amazonien est l'une des plus grandes zones commerciales pour la collecte des poissons d'aquarium. Ce vaste réseau fluvial comporte un affluent appelé le Rio Negro, seul endroit où l'on trouve des cardinaux. Ils abondent particulièrement dans les vastes étendues marécageuses situées aux sources du Rio Negro. D'autres créatures spectaculaires, comme les aras macao, trouvent eux aussi refuge dans ces lointains marais. Outre les pêcheurs, de nombreux prédateurs s'attaquent aux poissons. Le caïman à lunettes chasse dans les eaux peu profondes, tandis que le héron vert patrouille le long des berges. Contrairement aux pêcheurs qui opèrent sans contrôle, ces prédateurs ne surexploitent pas leur proie. Les hérons ne prélèveront que quelques poissons. Ils prennent souvent les plus lents ou les plus faibles. Dans cette vaste forêt pluviale et ce fleuve aux animaux extraordinaires et à la grande diversité des habitats, il existe un équilibre naturel entre proie et prédateurs. L'Amazonie est la plus grande forêt pluviale du monde, ainsi que le plus grand réseau fluvial. Son puissant affluent, le Rio Negro, est unique pour ses eaux noires et ses blanches grèves. L'eau y doit sa couleur à de curieux composés végétaux qui la teintent comme du thé. Aux sources du Rio Negro se trouvent des rapides, où les eaux noires ruissellent sur des roches anciennes recouvertes d'une épaisse couche de végétation. Les pêcheurs parcourent de longues distances jusqu'à ces rapides, à la recherche d'un poisson particulier, le Corydoras, qui fait partie des poissons-chats cuirassés. Cet étrange petit poisson-chat se trouve dans les cuvettes rocheuses situées autour des rapides. Le Corydoras récupère et racle sur les roches les dépôts de plantes et animaux microscopiques. C'est en partie ce comportement alimentaire qui le rend très populaire et en fait un poisson d'aquarium prisé, car il aide à garder l'aquarium propre. Dans les eaux situées en dessous des rapides vit un autre prédateur, le dauphin tokoshi, rapide et agile qui chasse de petits bancs de poissons dans les eaux libres. Il ressemble beaucoup au dauphin marin, mais vit uniquement en eau douce et on ne le trouve que dans l'Amazone. La vaste Amazone, avec ses eaux poissonneuses, fournit une profusion de vivres aux dauphins et aux pêcheurs. Pendant la saison sèche, lors des basses eaux, les pêcheurs établissent des camps provisoires à partir desquels ils peuvent capturer des poissons. Une fois attrapés, les poissons sont gardés dans des cages immergées. L'apport constant en eau douce, riche en oxygène et en nourriture, permet de les garder longtemps en bonne santé. L'habileté et la connaissance approfondie de la forêt et des animaux permettent à ces pêcheurs de capturer un grand nombre de poissons. Sous le regard attentif du caïman à lunettes, l'un des pêcheurs rentre chez lui pour déjeuner. La saison des basses eaux dure 6 ou 7 mois et toute sa famille sera avec lui au camp de l'aquarium pendant cette période, y compris le singe de la famille.
Même si les pêcheurs capturent de très nombreux poissons précieux, ils n'en sont pas moins très pauvres et n'ont que peu de biens. Ils dépendent de ces méthodes de subsistance pour la majeure partie de leur nourriture. Ces martins-pêcheurs sont les plus grands d'Amazonie. Ils surveillent avec attention la prise du garçon. Lorsque tout est calme, l'un des martins-pêcheurs plonge dans les filets de rétention, saisit un poisson et s'envole avec un repas facile. Zey arrive au camp de l'aquarium avec ses prises réalisées au cours des semaines passées. Il sait que les bateaux de commerce y seront aujourd'hui. Le système commercial n'a pas changé depuis des siècles. Ce que les gens du cru reçoivent pour leurs poissons est infime en comparaison des sommes finalement versées sur les marchés étrangers. Le paiement se fait ici sous forme de denrées alimentaires essentielles telles que le café, le riz, le sucre ou bien le rhum. Ces articles sont vendus à des prix majorés car ils ont été remontés sur de longues distances. Les pêcheurs ont souvent besoin de plus de marchandises qu'ils ne peuvent payer et se trouvent donc endettés. Ils peuvent alors se voir dans l'obligation de travailler pendant des années uniquement pour payer les intérêts cumulés. L'un des pêcheurs est rentré avec quelques raies pastenagues et des poissons anges ou scalaires. Ces raies venimeuses sont des espèces particulières car elles sont vendues à des zoos ou à des personnes ayant de très vastes aquariums. Les scalaires sont, quant à eux, très appréciés de nombreux collectionneurs de poissons d'ornement. Zey s'est consacré à la capture de cardinaux. Il obtiendra l'équivalent de 2 $ pour 1000 poissons. Leur prix sur les marchés occidentaux est 1000 fois plus élevé. Un seul parc de rétention peut contenir jusqu'à 100 000 cardinaux. Le commerce des poissons d'aquarium existe dans le Rio Negro depuis la fin des années 40. De nombreux pêcheurs s'inquiètent maintenant de la diminution du nombre des cardinaux dans beaucoup d'affluents, ce qui incite à les attraper plus loin en amont, même dans des régions plus reculées. Le propriétaire du bateau aquarium dénombre soigneusement les cardinaux. Une écope, soit 1000 poissons environ, est versée dans chaque petite boîte d'expédition. Les enfants sont perplexes devant toute cette activité car ils n'ont aucune notion de l'aquariophilie. Une fois les conteneurs chargés sur le bateau, des antibiotiques sont ajoutés à l'eau pour soigner les blessures survenues lors de la capture des poissons. Chargé d'un demi-million de cardinaux, le bateau redescend le fleuve. Sa cargaison vaut à peu près 1 million de $, soit 6 millions de francs sur le marché occidental. Ce sera la dernière expédition pour la saison. Les pluies sont sur le point d'arriver et les eaux monteront bientôt, rendant difficile la capture des poissons. C'est aussi la fermeture de la saison de la pêche car la période de reproduction des poissons commence. Le cotinga parapluie, dit aussi céphaloptère orné, regarde s'approcher l'orage. Au début de la saison des pluies, les orages sont parfois violents. 8 à 10 cm d'eau peuvent tomber en une seule averse. Quand le fleuve commence à monter, les eaux inondent la forêt. Les cardinaux forment de gigantesques bancs et migrent avec l'eau qui se répand. Ils nagent dans les grandes étendues de forêt inondées. C'est là qu'ils sont supposés frayer. Cette jungle détrempée explique en partie pourquoi la vie est si riche dans ces eaux en apparence pauvres. Au moment des crues, la forêt submergée fournit la nourriture, l'abri et le lieu de reproduction des poissons et de leurs prédateurs.
Tapis dans cette forêt inondée et enchantée, se trouve une espèce particulière surnommée poisson-feuille, à cause de sa ressemblance troublante avec les feuilles submergées des arbres. Trompés par cet habile déguisement, les cardinaux s'approchent trop près et sont happés en un instant par le vorace poisson-feuille. Plus étrange encore est un autre animal caché dans les feuilles mortes, jonchant le sous-bois. Cette curieuse créature est une tortue matamata. Avec l'inondation de la forêt, arrivent d'autres prédateurs comme les arwanas et les gracieux dauphins botos. Les botos suivent les poissons dans la forêt, utilisant leur sonar pour naviguer et trouver leur voie à travers le labyrinthe de branches et de troncs d'arbres. Juste au-dessus de l'eau, les chauves-souris sont suspendues aux branches non encore submergées. En un bond formidable, l'arwana essaie de saisir une proie, mais la chauve-souris échappe cette fois-ci à la bouche vorace de ce poisson acrobate. Hors de portée de l'arwana, le brillant colibri topaze a construit son petit nid, fait de doux matériaux végétaux tissés ensemble avec des toiles d'araignée. La femelle nourrit avec frénésie ses petits, les alimentant avec du nectar de fleurs afin qu'ils puissent grandir et voler avant que l'eau ne noie leur fragile refuge. C'est le moment de repeupler le fleuve et sa faune. Les cardinaux se reproduiront et grandiront pendant les hautes eaux. Après plusieurs jours de descente du fleuve en récupérant d'autres poissons dans différents camps éloignés, le bateau aquarium atteint la ville de Barcelos. Les poissons y sont transférés sur le bateau de voyageurs qui descendra le Rio Negro et acheminera la cargaison jusqu'à la ville de Manaus. Un décompte minutieux des poissons chargés à bord est effectué. On ne connaît pas avec précision le taux de mortalité, mais on suppose que 30% des poissons meurent avant leur exportation. Les autochtones qui ont besoin de voyager s'entassent sur le bateau avec leurs quelques biens et leur hamac, prêts pour la descente du fleuve. Le bateau de passagers quitte Barcelos une fois par semaine seulement, et il est l'unique lien avec le monde extérieur. Sur son pont inférieur s'empilent les boîtes. Le bateau transporte maintenant près de 5 millions de cardinaux et autres poissons. Cargaison d'une valeur d'environ 60 millions de francs. Le Rio Negro est le dernier affluent de l'Amazone où l'exploitation des animaux vivants constitue la principale activité économique. La descente du fleuve durera 2 jours. Sur le pont supérieur, de nombreux passagers s'installent dans leur hamac pour la nuit. Quelques
Quelques hommes préfèrent jouer pour passer le temps, tandis que le puissant bateau file le long du fleuve. Sur le pont inférieur, les poissons reposent dans les conteneurs et commencent leur long voyage loin de l'Amazone. Le matin suivant, tandis que les passagers s'éveillent, les négociants examinent déjà leur cargaison. L'eau de toutes les boîtes doit être changée et de l'eau fraîche ajoutée. Les grands discus, ou symphisodons, ne reçoivent que la quantité d'eau suffisante pour les maintenir sur le flanc, afin qu'ils ne se blessent pas. On donne des morceaux de bois aux petits poissons chats noirs pour leur permettre de se cacher dessous. La navigation sur le Rio Negro est une tâche exigeant une grande habileté. Le pilote ne doit pas seulement connaître sa route au travers d'un dédale d'îles, mais aussi savoir la position des bancs de sable cachés par la montée des eaux. Manaus est le centre du négoce des poissons amazoniens d'aquarium, et les quais sont des lieux animés et bruyants où des cargaisons sont en permanence chargées et déchargées. Il y a certains contrôles et restrictions à la capture des poissons lors de la période de frai. Cependant, en général, on ne dispose d'aucune donnée précise ou appropriée sur le mouvement et le nombre des poissons. Quittant le Rio Negro pour la dernière fois, les cardinaux sont chargés sur un camion qui les emmènera à l'entrepôt aquarium de Manaus. Une fois rendus, les cardinaux sont tout d'abord triés en fonction de leur taille. Comme pour le calibrage des fruits ou des légumes, les poissons sont placés sur des rayons et les petits sont séparés des plus gros. Les poissons sont alors gardés dans de grands bassins jusqu'à leur transport. Des antibiotiques sont ajoutés à l'eau afin de réduire les risques de maladie. Une fois acclimatés et prêts à l'expédition, ces discus sont mis dans des sacs en plastique. De l'oxygène pur est ajouté et le sac est scellé hermétiquement. La boîte remplie est ensuite solidement fermée, prête à être expédiée par avion à travers le monde. Il n'existe aucune information précise quant au nombre de poissons exportés de Manaus, ni même sur les quantités importées par les différents pays. Les données existantes permettent de supposer que 12 millions de cardinaux sont exportés chaque année. Or, d'après le nombre de poissons effectivement pêchés dans le Rio Negro, probablement 10 millions par semaine, le volume réel du commerce doit être considérablement plus important. Les cardinaux capturés dans les courants et les marécages du Rio Negro arrivent 1 ou 2 mois plus tard dans les aquariums du monde entier. Leur valeur dans la nature était de 2 $ le mille. Ils seront maintenant vendus pour l'équivalent de 2 $ pièce, soit environ 12 francs. Les Amazoniens doivent encore apprendre la véritable valeur de leur incroyable ressource poissonneuse. De plus en plus de personnes utilisent de nos jours les aquariums comme un hublot de salon ouvert sur la nature. Cela pourrait conduire à la disparition de certains des plus beaux poissons amazoniens. L'exploitation incontrôlée des réserves naturelles doit faire place à des activités d'élevage commercial. Si cet élevage était réalisé au cœur du plus grand aquarium d'eau douce du monde, la puissante Amazone n'apporterait pas seulement une précieuse industrie aux Amazoniens, mais aiderait aussi à préserver l'habitat naturel
et les merveilleuses créatures qui y vivent.